Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pour Huitième étage. Cette semaine, notre journaliste Pauline André vous a emmené en Espagne, à Mérida, visiter la dernière école anarchiste. Et pour ce podcast, nous avons donc choisi de nous intéresser aux pédagogies alternatives en France. Avec nous pour en parler aujourd'hui, François Perdrial. Bonjour. Bonjour. Alors François Perdriel, vous avez pratiqué toute votre carrière la pédagogie freinée. C'est une pédagogie créée dans les années 20 et qui prône l'apprentissage sous forme d'expérimentation. Chaque élève apprend à son rythme. Vous avez également une vision de cette pédagogie dans le monde entier puisque vous avez été présidente de la FINEM, la Fédération internationale des mouvements d'écoles modernes. Pour débuter, tout d'abord un petit mot sur l'école de Paideia à Mérida, décrite dans notre reportage. Cette école transmet une pédagogie basée sur 7 principes: égalité, justice, solidarité, liberté, non-violence, culture et bonheur. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu la pédagogie freinée là-dedans? Oui, bien sûr, hein, il y a beaucoup de points communs, hein. Avant toute chose, pour freiner, c'était l'enfant qui devait se retrouver au centre de l'apprentissage. Le bonheur, c'était la recherche évidemment suprême. Le travail en coopérative, ensemble, les enfants. Travail individualisé aussi. Oui, on se retrouve beaucoup. Et puis Freinet voulait créer, il a toujours parlé de ce terme, une école populaire, hein. C'était pas une école d'élite pour la bourgeoisie, mais une école populaire. Et donc, c'est la grande différence avec toutes les pédagogies alternatives. C'est une école qui est dans l'école publique, en tout cas, pas dans tous les pays du monde, mais en tout cas au service des enfants les plus déshérités, au départ en tout cas. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Alors, vous avez eu l'occasion de regarder sur notre reportage, de le lire. Oui. Si vous deviez mettre en avant une ou des différences entre ces deux approches, quelles seraient-elles? Ah, c'est difficile parce que, bon, cette école, je la connais pas bien, l'école de Mérida, j'ai vu cela dans votre reportage. Les différences, est-ce que les enfants sortent aussi de cette école, sont au service, vont dans la ville faire des enquêtes et autres? Il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être pas beaucoup de différence entre l'école primitive de Freinet, hein, des années 20, 25, jusqu'aux années 30, mais aujourd'hui, il y a toute une grosse différence avec des écoles aujourd'hui qui sont obligées, entre guillemets, d'être dans un système, malgré tout. Même si elles sont freinées, elles restent dans un système, je dirais, d'école publique. Alors, est-ce que cette école de Mérida mériterait peut-être qu'on en parle plus pour savoir? Pour moi, en tout cas. Alors on va en revenir justement sur le fait qu'aujourd'hui la pédagogie freinée est différente de celle du départ. Pour revenir donc sur les 7 principes que je vous ai cités tout à l'heure, donc ce sont parmi d'autres ceux de l'anarchisme. Célestin Freinet, à l'origine de la pédagogie freinée, croyait dans le socialisme de Marx et il avait même intégré la troisième internationale politique de Lénine. Au départ, il Ouais. voulait réfléchir à une nouvelle pédagogie par un biais politique. Est-ce que vous pensez vraiment que mêler politique et éducation des enfants, c'est une bonne idée finalement? Bah oui, c'est ça, c'était ça. Je lisais encore hier un livre de Freinet, enfin, les points Freinet sur le matérialisme pédagogique. Au départ, Freinet véritablement s'inscrivait dans les thèses marxistes, hein, c'est évident, il a été combattu là-dessus, et il en a souffert à ses débuts, puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est apparue véritablement une idée révolutionnaire, hein. C'était, on ne peut pas faire d'une école sans faire la révolution, c'est-à-dire sans mettre l'enfant au cœur des apprentissages, mais en même temps, toute une dimension sociale. Donc ça, c'était très clair dans son idée et puis dans l'application qui a été très forte en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui il y a des différences par rapport à ce qui avait été imaginé au départ. Quelles sont justement les différences fondamentales par rapport à cette pédagogie des années 20? Ouais. Ah bah d'abord, ce qu'apprenait Freinet dans les années 20 et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale aussi, a été énormément intégré dans les écoles dites traditionnelles. C'est-à-dire que Freinet, il promenait évidemment l'imprimerie à l'école, l'expression libre des enfants, le dessin libre et autres. Et tout ceci a été pris, le Code neuf, tout ceci a été pris par l'enseignement général
se disant, bah oui, c'est des techniques qui sont intéressantes pour l'épanouissement de l'enfant. Donc il y a eu une sorte je dirais pillage, peut-être pas, mais il y a eu une sorte de documents qui ont été pris, de techniques de travail qui ont été pris, et qui a fait que ça a un peu forcément changé cette école du départ, hein, qui était une école vraiment basée sur l'apprentissage, la découverte, le dessin libre, les fichiers autocorrectifs, beaucoup de matérialisme et de technique. Hein, venez. Et puis aussi une école qui devait être bien, comment dire, pas moderne, mais ouverte sur la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas travailler dans une école qui est sombre, où les enfants ne voient pas par la fenêtre, etc. Ils ne sont pas en contact de la vie, quoi, en quelque sorte. Parce que alors justement, si la pédagogie plus classique a repris des fondamentaux de la pédagogie freinée, comment aujourd'hui l'État français perçoit la pédagogie freinée? Est-ce qu'elle estime qu'elle est obsolète finalement? Non, non, elle ne doit pas être. Non, je ne pense pas qu'elle considère que la pédagogie freinée est obsolète. Il y a des écoles freinées en France qui sont dites vraiment freinées, hein, je veux dire, où il n'y a pas un institut freiné dans l'école, mais où toute l'école pratique la pédagogie freinée. Donc ça, c'est reconnu par l'éducation nationale, même s'il y en a peu, mais il y en a quand même. Et donc ça, c'est très important, en fin de compte, de se rendre compte que quelqu'un dans une ville demande à aller dans cette école, c'est désectorisé, donc on peut aller dans cette école et faire une suite. Alors, ce n'est pas dans toutes les villes mais de France, hein, des grandes villes de France. Après, il y a des enseignants freinés qui se regroupent dans une école et on va retrouver deux ou trois ou quatre dans une école qui vont pratiquer cette pédagogie basée vraiment sur les techniques freinées, c'est-à-dire tout ce que j'ai dit sur l'expression libre, le travail, la coopérative, la discussion en groupe et autres, évidemment. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Est-ce que c'est méprisé par les pouvoirs ou l'éducation nationale? Peut-être moins qu'auparavant, parce qu'il y a eu pas mal d'instituteurs qui ont été formateurs dans les écoles normales auparavant. Aujourd'hui, on appelle ça SP, ESPE. Ouais. Parce que donc là, effectivement, vous parlez de ces établissements freinés qui sont reconnus par l'éducation nationale. Il y a d'autres pédagogies alternatives en France que vous devez connaître. Pensez à Montessori, à Steiner Waldorf. Est-ce que toutes sont logées à la même enseigne finalement? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. La pédagogie freinée, comme je vous l'ai dit, c'est dans les écoles publiques. Vous n'aurez pas en France, je dis bien pas en France, d'écoles freinées privées. Alors, il y a des instituts qui essayent de se former, où on forme, mais ce n'est pas la même chose. Steiner Waldorf, c'est entièrement privé. J'en connais une à Rueil-Malmaison. Bon, ben, ce n'est pas du tout le même type d'enfants que on va trouver dans des quartiers populaires. Et puis les Montessori, ça se passe plus dans les écoles maternelles, beaucoup de matérialisme, de jeux, de recherche centrée sur l'enfant. C'est plus proche de la pédagogie freinée, mais c'est aussi, comme disait Freinet, une école bourgeoise. Elle disait dans son époque, Madame Montessori, elle travaille pour la bourgeoisie italienne. Voilà. Alors vous, vous avez été le président donc de la Fédération internationale des mouvements d'école modernes, donc vous avez une petite vision sur le reste du monde. Si on prend l'exemple de l'Espagne, puisque c'est Oui. l'école dont on parle dans notre reportage est basée en Espagne, est-ce que les gouvernements ont la même approche en Espagne ou en France des pédagogies alternatives? Ouais, peut-être bien que c'est semblable en France et en Espagne. Le mouvement espagnol qui s'appelle Movimiento de Escuela Popular, Coopérative de MCEP, hein, Movimiento de Coopérative de Escuela Popular, est un mouvement qui est assez fort, moins fort que le mouvement français, hein, qui est l'Institut coopératif de l'école moderne, mais qui possède beaucoup d'enseignants dans des écoles aussi. Et donc, on va retrouver cette idée un petit peu la même au sein de l'école publique. Hein. C'est la similitude entre la France, l'Espagne et même l'Italie est à peu près la même, c'est-à-dire des enseignants dans l'école publique qui pratiquent la pédagogie freinée,
qui se réunissent en congrès, évidemment, et donc qui sont reconnus. Et la présidente du mouvement qui a été présidente après moi était une Espagnole qui s'appelait Pilar Fontevedra. Donc on a vraiment, je la connais parfaitement, très bien, et bien je veux dire, on a des points très communs, hein, c'est sûr. Alors justement, des autres pédagogies que vous avez pu voir dans le monde, est-ce qu'il y a un pays qui vraiment a particulièrement développé les pédagogies alternatives? Ah non, non, je ne pense pas un pays vraiment. Alors, si on fait le tour, le Brésil, hein, qui est un cas particulier avec la pédagogie de Paulo Freire, mais il y a des écoles évidemment freinées aussi. Le Mexique avec deux types d'écoles. Il y a une école qui est des écoles privées avec le mouvement qu'on appelle MEPA, alternatif, où ce sont qui regroupent des écoles alternatives. Mais il y a aussi un mouvement dans l'école publique qui s'appelle le Movimiento Mexicano de l'école moderne, hein, l'Escuela Moderna. Et puis, oui, que dire, des pays qui auraient développé vraiment? Non, en Allemagne, il y a des écoles très importantes, en Suède aussi, qui sont plutôt des écoles publiques regroupées et reconnues. C'est assez différent. Les enseignants en Suède sont cooptés, etc. Donc on est dans quelqu'un veut une école publique qui est créée, freinée. Bon, ben, on va en avoir toute une école en Suède. Pareil au Québec. Pareil au Québec. Mais ce sont des écoles publiques sur des thèmes, je dirais. Voilà, on décide de faire une école sur public sur le thème freiné dans telle ville, à Québec ou bien à Montréal. Toi, vous en connaissez, je suis allé. Et donc, voilà, au Mexique, c'est pareil. Il y a même des écoles qui se disent freinées au Japon, hein, donc qui ont des. Et puis, on va avoir un mouvement important en Allemagne aussi, Freinette coopérative, il s'appelle, en Autriche. Vous voyez, j'oublie sûrement d'autres pays, il y a en Bulgarie aussi. Vous voyez, ça s'est développé. Alors, des fois, ce sont des écoles privées. On va trouver ça en Amérique latine, et puis en Bulgarie ou dans les pays d'Europe de l'Est. Des fois, c'est des écoles à l'intérieur de l'école publique, hein, du mouvement public. Et c'est très disparate, mais aucun pays véritablement se sert et a dit nous pratiquons la pédagogie freinée. Ce serait utopiste. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ce serait bien pour la pédagogie freinée d'être dans un ensemble de pays. Parce que il y a quand même un idéal philosophique qui ne va pas dans le sens des pays. Il faut dire, la politique en général, consumériste des États, ne marche pas avec la politique de freiner et puis des écoles. Là, on se heurte un petit peu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire là. Et même en France, du coup, on s'y heurte, Difficile. finalement. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, un enseignant freiné ne peut pas être un enseignant qui va accepter une politique anti-migratoire, par exemple, ou bien une politique basée sur le consumérisme à tout va, etc. Mais alors justement, ces valeurs qui sont des valeurs politiques, est-ce qu'elles sont aussi transmises aux enfants dans cet enseignement? Ah bah oui, normalement, elles sont transmises en même temps ouverture générale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question d'enseigner à l'enfant en lui disant voilà, tu regardes, tu vois, c'est ça. C'est une découverte à travers un enseignement qui va être coopératif, qui va être. Les enfants décident de faire. Si vous allez à Nantes dans l'école Ange Guépin, qui est encore l'école que je connais très bien, qui est dans ma ville, eh bien, les enfants vont faire des présentations sur des sujets libres, choisis par eux-mêmes, devant les parents parfois, beaucoup sur l'art. Et donc, l'enseignant va laisser donc l'enfant faire son libre arbitre, hein, c'est-à-dire que c'est important de dire cela, qu'il n'y a pas de dogme non plus, mais il y a aussi une ouverture d'esprit, quoi, qui est très importante pour l'enfant qui va s'épanouir en disant, bah, moi, je suis libre de penser, de faire, de fabriquer des choses à un moment dans ma journée avec ma classe. Donc l'idée, c'est pas de politiser les enfants en soi. Non, ce n'est pas de politiser, mais c'est de leur ouvrir l'esprit. Et leur ouvrir l'esprit, c'est important c'est-à-dire surtout, et quand par exemple Freinet disait plus de manuels scolaires, il avait fortement raison. Les manuels scolaires, vous dirigez dans un cadre. Je ne parle pas des livres anciens
où on apprenait aux enfants qu'il fallait faire la revanche, 14-18. Mais c'est ça, le manuel scolaire, c'est déjà un cadre qui vous dirige vers quelque chose politiquement. Alors que si on n'a plus de manuel scolaire et si l'enfant travaille sur ses écrits ou sur les écrits d'autres enfants d'autres classes, il aura évidemment une liberté, bien sûr. Hein. Vous avez tous en tête Papa lit le journal, maman fait la vaisselle. En gros, cette idée-là qu'on retrouvait à travers les manuels scolaires, ben, dans les textes des enfants, c'est différent. On va parler de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont construit. Je lisais quelque chose d'hier très intéressant. Demander à une rédaction, à des enfants dans une école traditionnelle, le cirque s'installe sur la place du village. Alors les enfants, même qui sont très bons, vont faire un texte qui, comme ça, ils imaginent comment le cirque. Ben, dans l'école Freinet, c'est impossible cette idée-là. L'enfant, si un jour le cirque arrive dans son village, décrira ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent. Et ces textes seront beaucoup plus vivants que celui qu'on a, même si l'enfant est doué, on a forcé à écrire un texte sur quelque chose qu'il a imaginé dans sa tête ou qu'il a vu un jour. Et ça, c'est toujours la même chose. Et donc, politiquement, c'est évidemment pas cadrer les enfants, pas les faire suivre dans un couloir qui les amènerait à un entonnoir, en quelque sorte. Alors à vous écouter, on a l'impression que les enfants sont un peu plus dirigés, oui, sur le côté créatif. Freinet s'était fait reprocher d'ailleurs d'instruire des écrivains, voire même, je crois que le reproche a été fait, c'était des mauvais écrivains. Et ce côté, le reproche qui a été fait, c'était ce côté, il veut transformer tous les enfants en artistes. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'un enfant qui sort d'une école Freinet va forcément se diriger vers des métiers plus artistiques ou pas du tout? Non, pas du tout, hein, parce que je connais des gens qui ont été dans l'école Freinet. Là, justement, il y avait il y avait une rencontre à Paris où on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez retenu de l'école Freinet? Il a travaillé dans l'informatique, hein, donc ce n'était pas du tout un artiste. Il a dit, mon libre arbitre, mon choix. Je peux dire ce que je veux et ce que je pense. Voilà. Il travaillait dans une entreprise informatique. Donc non, c'est ça parce que bien sûr que le côté artistique est sûrement plus développé chez ces enfants, mais aussi le, la prise de parole, la décision. Un enfant de 8-10 ans, imaginons un enfant de 8-10 ans dans une école Freinet, il vous parlerait à vous, comme à moi, comme si j'étais son égal, un père. Et, alors que dans un enfant, dans une classe traditionnelle, il a une personne à qui il peut parler librement, c'est sa maîtresse, mais même pas les autres enfants dans la classe. C'est-à-dire qu'on n'a pas on a ce regard général que un enfant dans une école Freinet, lorsqu'il sort de cette école, il est armé pour parler, pour discuter, prendre des options, s'affirmer en quelque sorte. Et c'est ça la grosse différence. Et après, il peut choisir le métier. Alors c'est vrai que mais Montessori est très fort pour développer le côté artistique. On va même Waldorf Steiner, mais ici, ça va être développer la personnalité de l'enfant. C'est ça surtout. Et bon, le calcul, l'écriture, la musique aussi. Hein, on oublie beaucoup de penser qu'il y a eu beaucoup de choses de fait dans le domaine musical dans les écoles Freinet. Hein, parce que c'est pas enseigné la musique. Hein. On peut aujourd'hui aller dans une classe primaire, se rendre compte que on fait du chant, mais la musique bien peu. C'est très important, ça, en fin de compte, de se rendre compte de ça. Alors, on va prendre les pédagogies alternatives de manière générale. Est-ce qu'il y a des critères particuliers que l'enfant doit remplir pour intégrer ces pédagogies-là? Non. Que non, hein, il n'y a pas de critères. Pour prendre l'exemple de l'école d'Ange-Guépin, les critères pour entrer. Un tiers des enfants du quartier. Donc c'est un quartier populaire un peu. Hein, donc c'est, bon, on disait avant le quartier de Gep peut-être, bon, Jup plutôt, je veux dire. Euh, un tiers des enfants qui sont envoyés des fois par des instituts comme où il y a des enfants qui ont des difficultés ou bien qui sont un peu autistes. Donc là aussi, si c'est possible, puis un tiers des enfants venant de toute la ville de Nantes. En gros, c'est ce qu'ils essayent de garder comme équilibre.
C'est-à-dire qu'il y a évidemment beaucoup plus de demandes des fois que d'enfants, une trentaine d'enfants qui doivent rentrer chaque année en classe de cours préparatoire. Donc, c'est un peu, des fois, il y a trop de demandes. Mais disons que c'est un peu ça l'idée. Il n'y a pas de critères particuliers. Et c'est ça qui est intéressant. Et il n'y a pas de critères financiers, naturellement. Alors ben, justement, j'allais en venir en termes de coûts. Ben, ça ne coûte rien, que pas plus qu'une école publique normale, quoi. Alors ben, du coup, comment elles se financent, les écoles freinées? Ah ben là, les écoles freinées se financent comme les écoles de l'État. Alors, la part des parents est très importante. Hein, ce qu'on appelle en espagnol les padres, hein, les parents dans l'école, et en Espagne, c'est très très net aussi, ont un rôle très important dans l'école. Ils ne laissent pas les enfants à la porte de l'école. Ils rentrent dans l'école avec les enfants, vont participer à des ateliers suivant leurs compétences. Et le samedi, des fois, maintenant c'est le mercredi matin, il y a une journée par mois où les parents viennent à l'école, écouter, voir les réalisations de leurs enfants. Et ce n'est pas une question financière, mais c'est aussi une question d'aide, entre guillemets. Mais il n'y a pas plus de dépenses pour un parent qui met ses enfants à l'école freinée que dans les autres écoles. Ça, c'est important de le savoir. Alors, lorsque la pédagogie freinée est née, c'était en réponse à la pédagogie classique qui était pratiquée à l'époque. Aujourd'hui, l'approche freinée, vous l'avez dit, est soumise à un peu plus de cadre, un peu plus au système. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, elle est toujours aussi différente et toujours aussi nécessaire si l'on prend en compte l'évolution de la pédagogie classique? Oui, c'est sûr elle pourrait se développer plus, elle pourrait s'ouvrir plus par les enfants. Ça, c'est pas difficile de voir un enfant dans une école freinée et un enfant dans une école aujourd'hui traditionnelle mais moderne, hein, en quelque sorte, où les instituteurs sont compétents. Eh bien, la grosse différence, ça va être d'abord la libre circulation dans l'école. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que l'enfant qui travaille dans une classe avec son maître, à un moment, ben, s'il veut aller partir à la bibliothèque ou aller chercher ou faire une enquête dans la cour de l'école, bon, il va avoir une libre circulation. Ça, c'est le premier point. On ne trouve pas ça dans les écoles traditionnelles. La seconde, c'est qu'évidemment, l'école éclate à un moment. C'est-à-dire que tous les instituteurs, s'ils sont 5 pour 5 niveaux, vont se regrouper et faire des ateliers. Alors, de plus en plus, on voit ça dans l'école traditionnelle. Mais ça veut dire que c'est important. C'est-à-dire que l'école va faire un tout, on va avoir les compétences de chacun, un parent, etc. Voilà. Donc, ceci, ça n'existe pas dans les écoles. Je ne parle pas de la peinture libre, l'expression libre. Or, je ne suis pas sûr que beaucoup d'enseignants dans les écoles traditionnelles fassent de l'expression libre, hein, que ce soit artistique ou en texte. Je vois des rédactions qui sont faites par mes petits-enfants, par exemple. Bon, ben, elles sont belles, mais ce n'est pas un texte libre. Il n'a pas eu. Alors, bien sûr, le Code 9 a été intégré un peu partout. Maintenant, on oblige les instituteurs à faire des sortes de coopératives, de classes, c'est-à-dire on discute, une sorte de conseil, ce qu'on appelle un conseil. Mais bon, si on ne pratique pas la philosophie freinée et qu'on ne fait que des techniques, on aura toujours oublié l'essence même de la pédagogie, hein, c'est-à-dire amener des enfants à vivre ensemble. En gros, si on devait définir peu de choses de la pédagogie freinée, c'est un incessant mouvement entre la pédagogie de groupe et le travail individuel. Si on ne fait que la pédagogie de groupe, on ne fait pas de la pédagogie freinée parce que l'enfant avance avec le groupe. Et si on fait que du travail individuel, il manque l'essentiel, c'est-à-dire le groupe classe, la vie. Et c'est sans arrêt passer de l'un à l'autre. On fait un travail, soit tout seul, et on le présente au groupe, et en même temps on discute avec le groupe, et il va servir au groupe. La même chose, on fait un travail seul, pour soi-même, pour avancer, et puis pour se développer, et on avance à son rythme. Dans la même classe, un enfant sera à la 10e fiche et l'autre à la 30e. Parce que ça lui plaît, parce qu'il avance plus vite dans ce domaine. Grammaire, conjugaison, orthographe, etc.
Vous le disiez, vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des anciens élèves freinés. Euh, Comment ça se passe pour eux finalement après? Parce que en France, effectivement, bah, pour trouver un travail, il faut des diplômes reconnus, même le Ouais, bac, etc. Comment ouais. ils s'en sortent à ce niveau-là? Ils les passent, ces examens? Comment ça se passe? Oui, oui. Alors bon, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un quelque chose que vous connaissez peut-être pas, le lycée expérimental de Saint-Nazaire. C'est le seul, enfin, il y a plusieurs lycées en France, hein. Le lycée expérimental de Saint-Nazaire, il y a des élèves de seconde, première et terminale qui vont et pratiquent la pédagogie freinée entièrement, hein. Donc, les enfants sont libres de se présenter aux examens. Et même, ce n'est pas le but de l'établissement. Le but de l'établissement, ce n'est pas de présenter au baccalauréat. Les enfants, s'ils veulent, oui. Enfin, les adolescents, là, à ce moment-là. Mais non, bien sûr qu'ils vont faire le cursus classique, se présenter aux examens et les réussir. Quand ils rentrent, quand ils quittent une école primaire pour aller au collège, 80% de ces enfants sont délégués de classe, prennent la parole. Bon, c'est vrai que progressivement, on se rend compte que ils sont malheureux d'avoir quitté cette technique de travail. Et alors, il y a des collèges, il y a quelques collèges qui existent, mais si on veut déboucher sur un métier plus tard, il n'y a aucune différence avec les autres, sauf la, la personnalité qui est très forte de ces jeunes hommes ou des jeunes femmes qui sont capables de comprendre, de parler, de discuter et qui ont gardé, et qui surtout ont gardé le bonheur d'aller à l'école. Un enfant qui pleure pour aller à l'école après la rentrée de Noël, par exemple, et qui a été content dans le cocon familial, puis, mais l'enfant freiné qui va à l'école, il court à l'école, il arrive, il travaille, le maître ou la maîtresse qui est là dans la cour, déjà, il s'est mis à faire des choses. Mais ces choses qu'il va faire, c'est s'occuper de l'hamster dans la cage, aller jardiner, aller ranger les choses, ranger les composteurs quand il y avait de l'imprimerie, mais aujourd'hui, ça peut être une autre technique, etc. Donc, c'est ça la grosse différence. Moi, je me rappelle très bien les enfants quand ça sonnait, parce que moi, j'étais dans un lycée à la fin de ma carrière. Ah ben, ils étaient, oh là là, ça sonne déjà. Ils n'avaient pas vu le temps passer. Et en même temps, ils n'avaient pas envie de partir pour aller dans un cours où ils allaient être rangés en autobus. Donc, il y a ça un petit peu, d'abord l'épanouissement de l'enfant. Et puis, quand il arrive à l'âge adulte, eh bien, il a de la personnalité. Et il réussit ses examens. Justement, à l'école espagnole de Paideia, ils ont pas, le gouvernement n'y jette pas un trop gros regard. Par contre, ils expliquaient qu'une fois, il y avait eu des inspecteurs qui s'étaient étonnés du faible taux d'échec aux examens officiels. Donc, si on prend que ce soit Freinet Montessori ou Steiner Waldorf, qui sont pas toujours pratiqués au même Ouais. niveau scolaire, globalement, ces enfants, ces élèves qui sont passés par ces pédagogies alternatives, il n'y a pas un taux d'échec plus ou moins élevé par rapport à la pédagogie classique en fait. Non, non, non. Bon, il n'y a pas enfin, l'école classique, le lycée expérimental, c'était tout à fait différent de Saint-Nazaire, qui eux ont un résultat faible au bac, mais qui n'est pas leur but premier. Mais non, c'est ça la grosse différence, c'est le plaisir de travailler, le développement de la personnalité, et les résultats sont les mêmes. Alors même, je dirais plus, il y a eu toute une étude scientifique qui a été faite sur l'école de Mont-Saint-Barreul, dans le Nord, où c'était une école en difficulté, où une équipe freinée est arrivée, eh bien, la violence, parce qu'on n'en parle pas de ça, la violence et les résultats scolaires, la violence a baissé, les résultats scolaires ont remonté dans cette école. Parce que forcément, oui, ça, parce que la violence à l'école, que ça soit dans toutes les écoles freinées, ça n'existe pas. Il y a peut-être des enfants qui, de temps en temps, mais non, parce qu'on régule ça dans les conseils, on discute, l'enfant est libre, il sent bien qu'il n'y a pas un carcan derrière lui. Et bien ça, c'est sur un point sur lequel vous pouvez développer, vous, à l'école de Mérida, que ça doit être ça, il y a moins de violence, pour ainsi dire plus, dans une école de ce type, et ça développe, évidemment. Et puis, il n'y a pas d'enfant qui va être sclérosé parce que gêné par les autres, puisque chacun est égal en fin de compte. Alors, pour terminer, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'avenir de l'éducation, que ce soit en France ou de manière générale, ça réside dans des pédagogies alternatives? Ça, c'est compliqué. Je disais justement que
Élise Freinet, en 1946, disait on va vers tout le monde va pratiquer cette pédagogie, il y aura des imprimeries dans toutes les écoles, etc. Bref, non, c'est difficile de dire ça. On peut dire que oui, la pédagogie freinée attire des gens. Il y a beaucoup de gens qui demandent, hein, énormément de gens qui demandent où il y a une école pour freiner, pour pouvoir mettre ses enfants, mais c'est pas, oui, ça m'étonnerait que la pédagogie freinée se développe. On voit bien qu'il y a des regards bienveillants, mais bon, ce sont je dirais, des sinusoïdes. À des moments, le gouvernement français est favorable, puis à d'autres moments, on voit revenir la réaction, comme on dit, avec la lecture béaba. Non, c'est compliqué de dire ça. Je dirais qu'il y a un engouement, c'est certain, de plus en plus. Je rien qu'à voir que dans nos congrès où il y a beaucoup de monde, ou bien dans nos salons, le salon de Nantes ou le salon de Paris. Le salon de Paris a eu lieu au mois de novembre. Celui de Nantes, il y a un monde fou, il y a beaucoup de monde. On refuse du monde dans les amphis. Mais bon, c'est une question, une interrogation. Les pouvoirs publics, les inspecteurs, les formateurs ne parlent pas trop de cette pédagogie, ils ne veulent pas que ça se développe, bien sûr, pour des tas de raisons politiques. Bien sûr. Il est évident que quand on présente en France des systèmes basés sur le pointage des élèves, je ne sais plus comment ils bas élèves et tout ça, les enseignants freinés n'ont pas été très favorables à cette mise en fiche des enfants. Mais au-delà de la pédagogie freinée, effectivement, il y a un engouement pour les autres pédagogies de manière générale, en dehors de la pédagogie Oui. classique. J'ai visité l'école de Steiner-Waldorf, hein, un jour de porte ouverte. Je vous ai dit à Rueil-Malmaison, oui, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés, qui veulent inscrire leur enfant. C'est pareil pour les écoles. Et le seul problème qu'il peut y avoir, c'est des fuites de gens qui vont fabriquer des écoles privées. Donc, du coup, ces parents vont aller vers ces écoles privées au détriment de l'école publique, donc ce qui renforce un peu le ghetto. Heureusement, nous, nos enseignants freinés, que nous avons à l'ICEM en France, eh bien, restent encore dans l'école publique. Mais si on a des gouvernements qui s'opposent à cette pédagogie et qui l'interdiraient, entre guillemets, dans l'éducation nationale, eh bien, on verrait fleurir des écoles privées freinées. Ce qui n'est pas le cas en France. Je n'en connais pas. Je ne connais pas d'écoles qui se disent freinées. Parce qu'il n'y a pas de label freiné. Vous ne pouvez pas passer un examen dans un centre de formation et ressortir avec une étiquette freinée. Ce qui existe dans des régions du monde, dans d'autres régions du monde, où on a un stage qu'on a fait, on présente un papier, etc. Ce qui explique pourquoi on a des écoles entièrement freinées. La chance de la France, c'est que les gouvernements ont accepté qu'il y ait des enseignants freinés. Les inspecteurs, alors il y a deux types d'inspecteurs, les inspecteurs qui s'arrachent les cheveux, mais d'autres inspecteurs qui trouvent que c'est très bien ce qu'ils se font, les enfants sont... Donc voilà, on a toujours cette dualité. Eh ben, merci beaucoup, François Perdrial, pour toutes ces informations. Je vous remercie moi aussi, bien sûr. Et puis, je dis à tous nos lecteurs à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.